Bonjour à tous, ça y est, c'est le retour du Tour de France. Et qui dit Tour de France dit Tour de France Fantasy. Vous êtes sur la chaîne French Fantasy et aujourd'hui je commence avec une petite vidéo qui sera la première d'une série où je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éléments, des conseils, des astuces et on regardera les résultats de mon équipe sur le jeu Tour de France Fantasy officiel. Donc c'est parti. Donc on est sur le site officiel Fantasy by Tissot, le tour, qui vient d'ouvrir il y a quelques temps. Et c'est donc sur ce jeu que vous allez pouvoir essayer de montrer à quel point vous connaissez en cyclisme. Donc l'objectif de ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de sélectionner 8 joueurs, 8 cyclistes pour la durée de l'épreuve, et d'essayer de remporter le maximum de points grâce aux résultats qu'ils auront dans les différentes étapes du Tour de France. Donc qui dit équipe dit budget, 8 coureurs avec un budget de 120 étoiles qui sont la monnaie du jeu et qui vont vous permettre de recruter les 8 coureurs, sachant que bien sûr plus le coureur est talentueux, plus il sera cher dans le jeu. Donc l'objectif ce sera bien entendu d'essayer de dénicher des petites pépites qui sont sous-évaluées et qui permettront de rapporter un maximum de points. On va aller dans la partie règles du jeu bien sûr. Donc 8 coureurs, vous avez 400 crédits qui vont pouvoir vous servir à faire des transferts. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changerez un joueur par un autre, ça vous décomptera 50 crédits. Voilà, donc vous avez 8 crédits, enfin 8 transferts possibles. Voilà, donc l'idée sera d'essayer de remplacer des coureurs qui n'ont, on va dire, plus leur chance, ou en tout cas qui ne marqueront plus beaucoup de points sur le reste de la compétition, et de remplacer par soit des coureurs qui seront plus adaptés au profil des étapes qui arrivent, ou des coureurs qui montent en puissance et qui vont pouvoir jouer les premiers rôles. Voilà, notez que si jamais vous avez un coureur qui abandonne, vous allez pouvoir le remplacer, mais ça vous comptera quand même 50 crédits. Donc surveillez bien entendu entre chaque étape si jamais vous avez des coureurs qui malheureusement doivent abandonner. On va regarder un petit peu au niveau des points, parce que c'est là que tout se joue. Comment se décompte la structure de points? Vous avez un barème qui a lieu, donc un classement à chaque étape, et une grande partie des points correspond au classement du coureur à la fin de l'étape, c'est-à-dire est-ce qu'il est arrivé en quelle position est-ce qu'il est arrivé lors de cette étape. Plus il arrive dans les premiers bien entendu, plus il gagne de points. Donc vous avez par exemple le premier de chaque étape qui va gagner 200 points, donc ce qui est énorme. Et vous avez la possibilité, enfin les coureurs ont la possibilité de récupérer des points pendant l'étape, à savoir au sprint intermédiaire et aussi au sommet des cols. Et donc plus le col est difficile, plus les points seront importants et plus le nombre de coureurs qui en remportent sera important lui aussi. A noter un point qui avait changé l'année dernière et qui a un impact colossal sur la structure des points, c'est ce dernier chapitre, donc les kilomètres effectués en échappée dans le groupe de tête. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un coureur qui s'échappe, qui est en tête pendant 100 km, va gagner 100 points. Qui finisse derrière dernier de l'étape ou qu'il la remporte, il aura 100 points affectés juste parce qu'il était en échappée. Et ça, on va voir que ça a un impact colossal et ça change complètement la physionomie du jeu. Et c'est pour ça qu'on va essayer de se chercher potentiellement des coureurs qui ont tendance à se glisser dans les échappées. Ensuite, on a le barème du plus combatif de l'étape, bien entendu. Et ensuite, nous avons... Alors attendez, avant ça, sachez que vous pouvez sélectionner un capitaine d'équipe pour chacune des étapes. Et les points qu'il aura remportés durant l'étape, donc tout ce qui est ici, seront doublés lorsque vous l'avez sélectionné. Donc, ce sera intéressant d'avoir un capitaine pour chaque type d'étape, pour les étapes de sprint, pour les étapes vallonnées, pour les étapes de chrono, pour les étapes de montagne. Et donc, il faudra bien penser à changer son capitaine au début de chaque étape. Également, on a des points qui vont être liés cette fois au classement généraux, donc à la fin de chaque étape. À la fin de chaque étape, donc le maillot jaune par exemple va remporter 50 points. Même chose pour le classement du maillot vert, classement à points, 30 points pour le premier, etc. Vous avez tout le détail ici. Même chose pour le classement de la montagne, maillot à poids.
30 points pour le premier, et classement du meilleur jeune, les moins de 25 ans, qui eux ont leur propre classement annexe, qui permet encore une fois de rapporter des points. Le prix du super combatif, c'est à la fin, donc à la 21e étape, et il est passé à 90 points, donc je pense qu'ils ont un petit peu réduit, le nombre de points attribués à ce trophée. Ce qui veut dire qu'en termes de stratégie, c'est important de garder des coureurs qui sont bien classés au général et dans les différents classements. Ok. Voilà, en tout cas vous avez tout le détail dans les règles du jeu, hein, si jamais vous voulez regarder. Et bien sûr, lors de la 21e étape, ces classements-là seront multipliés, hein, tous les classements généraux, ils seront multipliés par 3. Voilà, donc 50 x 3, 150. Donc le vainqueur du Tour de France remportera 150 points plus les classements annexes qu'il pourrait avoir. Ok, maintenant nous allons passer à l'analyse du parcours, parce que bien entendu, pour remporter des points, il faut savoir quelle va être la typologie des étapes, et donc quels sont derrière les coureurs qui peuvent avoir le meilleur résultat possible. Donc, au niveau du parcours, donc du Tour de France cette année, alors je suis sur le site Vélo Futé, hein, d'ailleurs pour ceux qui veulent regarder, très intéressant ce site. Voilà, bon, il y a quand même beaucoup d'informations à aller chercher, donc n'hésitez pas. Donc au total, nous avons 6 étapes de montagne, 6 étapes accidentées, 7 étapes de plaine et 2 contre-la-montre. Donc un contre-la-montre plat et un contre-la-montre un peu plus, même très escarpé. Et bien sûr, une journée de repos, enfin plusieurs journées de repos, hein, d'ailleurs. Vous avez donc ici le tracé et on va regarder un petit peu plus en détail pour voir comment, voilà, quel est le profil des différentes étapes. Donc ça partira du nord de la France le samedi 5 juillet, donc n'oubliez pas, il faut absolument constituer votre équipe avant le départ de la première étape, c'est très très important. Donc n'hésitez pas déjà à remplir une première équipe, même si vous avez le temps de changer les coureurs qui la composent. Première étape donc entre Lille et Lille, 185 km, une étape de plat. Ça risque de frotter beaucoup, il y a toujours beaucoup de nervosité sur la première étape. En tout cas, on s'attend à un sprint massif et donc à un maillot jaune qui sera sans doute le vainqueur du sprint massif. Quelques points de la montagne à distribuer, donc il y a des coureurs qui vont partir en échappée et qui vont se batailler au sommet des petits cols, des petites bosses pour ramener ce maillot à poids et gagner donc des points qui vont essayer de garder sur les prochaines étapes. Deuxième étape, on arrive sur déjà un profil un peu plus vallonné entre Loin, je sais pas comment ça se prononce, et Boulogne-sur-Mer, avec un final casse-pattes, hein, plusieurs côtes répertoriées dans les derniers kilomètres, hein, dans les 20-30 derniers kilomètres. C'est clairement une étape pour puncher. Donc au niveau du sprint massif, je ne pense pas. En tout cas, ça risque d'être soit un peloton très fractionné, soit un peloton très très étiré. Et on pourrait même voir certains punchers, je pense à du Mathieu Van Der Poel, du Wout Van Aert, Remco Evenepoel aussi, et Tadej Pogacar, potentiellement attaquer directement ici et essayer d'aller gagner l'étape. Donc à voir. Troisième étape, on est sur une étape de plat entre Valenciennes et Dunkerque. On s'attend à un sprint massif, pas grand chose de plus à dire. On a ensuite une étape vallonnée aussi entre Amiens et Rouen, très vallonnée même, avec une cote de 3ème catégorie, donc on a 800 mètres à 10% à 5-6 km de l'arrivée, donc très très intéressant aussi. Encore une fois, c'est vraiment pour des punchers. Ensuite, la 5e étape, on aura un contre-la-montre individuel, très plat, 33 km, donc c'est quand même c'est assez long quand même, pour les hommes forts. Et on pourrait avoir un classement général qui se redessine à l'issue de ce contre-la-montre. Ensuite, on a une étape 6 entre Bayeux et Vire-Normandie, accidentée aussi, avec beaucoup de dénivelé. Voilà, un petit Liège-Bastogne-Liège avec 3500 mètres de dénivelé sur la journée, assez énorme. Donc encore une fois, hein, des profils de puncher, des échappés qui pourraient essayer de se faire la malle. Ça va être une journée très difficile. Ensuite, on arrive sur l'étape 7 entre Saint-Malo et le fameux mur de Bretagne qu'on commence à bien connaître, hein, très très difficile à arriver.
avec 2 km à 6% et puis un petit peu plus même dans les plus forts pourcentages. Donc clairement une arrivée pour homme fort. Tous ceux qui brillent un peu sur les Ardennaises et sur le mur de Huy, à la Flèche Wallonne, c'est des profils qui vont avoir les premiers rôles, je pense. Voilà, avec un passage même à 15%. On se souvient de ce qu'avait fait Mathieu Van Der Poel il y a quelques années, où il avait récupéré le maillot jaune. Ensuite, on a une étape encore de plaine, sur le samedi 12 juillet, étape 8, entre Saint-Méen-le-Grand et Laval, pour les sprinteurs. Une étape 9 entre Chinon et Châteauroux, toute plate. On est encore sur du sprint, donc beaucoup de sprint au début. Et ensuite on arrive à l'étape 10 où là on rentre dans la moyenne montagne avec l'arrivée au Mont Doré puis de Sancy, donc dans le massif central, une étape très très casse-pattes. Peut-être pour une échappée de coureurs un peu loin au général, des punchers, peut-être des seconds couteaux qui essaieraient de partir. Pourquoi pas les favoris hein, qui vont commencer à s'expliquer. Toulouse, on est sur une étape assez plate, un petit peu vallonnée à la fin, mais je pense qu'on est vraiment sur une étape pour sprinter. Et ensuite, à partir de l'étape 12, on attaque la haute montagne dans les Pyrénées, entre Auch et Hautacam, avec le col du Soulor et l'arrivée à Hautacam, arrivée très très difficile, donc 13,5 km à 7%. Pour homme fort, très clairement, pour moi c'est les leaders du général qui vont s'expliquer ici. Ensuite, nous avons l'étape 13, un contre-la-montre en col. Ça faisait un petit moment, et cette fois c'est l'altiport de Péragude. Donc on a un petit peu de plat pour commencer, et puis on enchaîne donc 8 km à près de 8% de moyenne. Donc voilà, les meilleurs grimpeurs seront aux avant-postes ici et feront sans doute les meilleurs temps. Étape 14, on est sur une étape de montagne par essence avec un enchaînement de cols, avec notamment le col du Tourmalet bien sûr, et l'arrivée à Luchon Super Bannière, une étape pour échapper très clairement, qui essaiera de prendre du temps dans la vallée et puis ensuite voilà, qui espérera résister au retour des favoris. Pas mal de points à la clé hein, dans le maillot du meilleur grimpeur. Ensuite, on a une étape un peu de transition, l'étape 15 entre Muret et Carcassonne, assez vallonnée, clairement pour des échappées. C'est une étape pour baroudeur, donc il va falloir aller chercher des profils type Wout van Aert, des coureurs qui ont l'habitude vraiment de partir en échappée, Casper Asgreen, ce genre de profil. Les plus grands baroudeurs en tout cas. Ensuite, étape 16, donc après la journée de repos, on attaque la course de côte. Et quelle côte puisque c'est le Mont Ventoux. Donc c'est le profil classique des étapes du Mont Ventoux. C'est plat jusqu'au Mont Ventoux et puis ensuite course de côte pour homme fort. Pour homme fort très clairement, on risque d'avoir une échappée qui va prendre le large et qui va se faire manger à mon avis dans le Mont Ventoux. Et là clairement Pogacar, Vingegaard et consorts, Evenepoel, Almeida vont s'expliquer à la pédale. Ensuite, on a une nouvelle étape de baroudeur, peut-être qui pourrait finir par un sprint massif cette fois, entre Bolène et Valence, 161 km, pas grand chose à dire. Et puis on enchaîne étape 18 entre Vif et le col de la Loze. Peut-être l'étape reine hein, ici. Voilà, des cols, le col du Glandon, on a le col de la Madeleine et puis bien sûr le col de la Loze. Une étape extrêmement difficile pour des échappées de coureurs qui seraient un petit peu loin au général, mais des très bons grimpeurs, ou sinon les favoris qui viennent manger tout le monde. Ça fait penser à l'étape que Félix Gall avait gagnée il n'y a pas longtemps. Ensuite, on a une autre étape de montagne qui s'enchaîne, donc on est toujours dans les Alpes pour terminer. Albertville-La Plagne, 130 km, donc très très court, hein, avec le col des Saisies, le Cormet de Roseland, qui arrive très très haut en altitude, presque 2000 mètres, et puis la montée de La Plagne. Encore une fois, ça risque d'être très nerveux. 130 km c'est très court, donc on va avoir à mon avis de la bataille dès le début et sans doute des coureurs qui pourraient être désintéressés par le général. On peut penser à des Richard Carapaz si jamais il est un peu loin. On pourrait avoir Lenny Martinez par exemple si jamais il est loin, Gaudu, etc. Bon, voilà. Faudra voir en fonction du classement général, du maillot du meilleur grimpeur. Ensuite l'étape 20. Avant-dernière étape, c'est une étape accidentée, clairement pour baroudeur. Le sprint massif, j'y crois pas trop, mais ouais, pour baroudeur. Et enfin, l'arrivée aux Champs-Élysées, donc avec le fameux tour de circuit. Et ah oui, c'est vrai que cette année, ils vont gravir la butte Montmartre.
Donc est-ce que ça pourrait changer quelque chose par rapport aux dernières années où on montait juste les Champs-Élysées et c'était le sprint massif assuré? Ben peut-être. On va être sur une étape qui se rapproche des Jeux Olympiques, hein, de Paris, où Evenepoel avait, oui, Remco Evenepoel avait gagné. Donc pour homme fort peut-être. Et voilà, on pourrait avoir des des Van Der Poel ou des Wout van Aert qui pourraient essayer de faire la dame au sprinter. Voilà. Donc ça c'était le parcours. En tout cas, moi ce que je peux vous dire sur ma compréhension du parcours, c'est que on a, je dirais, deux parties. Une partie étape 1 jusqu'à l'étape 10, qui va être plutôt, on va dire, sprint puncher, avec peu de montagne. Un chrono. Le chrono qui va permettre déjà de faire une première hiérarchie au classement général. Et je pense que les grimpeurs, pour moi, ne devraient arriver que à partir de cette fameuse étape 10, voire même étape 12. Donc on peut peut-être envisager une structure, on partirait avec un premier noyau d'équipe jusqu'à cette fameuse étape. Et ensuite, à partir de l'étape 10 ou 12, on pourrait changer et partir plus sur, enlever peut-être les sprinters et partir sur des baroudeurs, grimpeurs et les leaders du classement général. Voilà, bah écoutez, c'était cette première petite vidéo avec le maximum d'informations sur les points, le détail des points, le principe du jeu et on va dire la revue du parcours du Tour de France. Donc écoutez, si ça vous plaît et que vous voulez que je continue ces petites vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ça m'encouragera à continuer à vous donner le maximum d'informations. Voilà, c'était French Fantasy et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!